Bonjour à tous et bienvenue sur Promotion Canapé, le podcast qui vous fait découvrir les talents en Suisse romande. Je suis JB et 2 fois par mois, nous aurons le plaisir d'accueillir un artiste prometteur de la région. Promotion Canapé, c'est votre rendez-vous incontournable pour explorer la richesse et la variété des talents locaux. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo avec vos proches. Ça nous permet de nous soutenir dans cette aventure et de continuer à mettre en avant nos pépites locales. Aujourd'hui, nous recevons René, un artiste à la voix incroyable et au parcours atypique, et qui est là pour nous en parler. C'est parti pour Promotion Canapé. René, bienvenue sur Promotion Canapé. Oui, merci, salut. Pour la petite histoire, on t'a découvert à la Jonquille. On a été séduits comme beaucoup d'autres par ta voix. Et puis par la suite, on a un peu découvert ton univers, notamment sur ton site internet. Donc le but de cette conversation aujourd'hui, c'est d'en savoir un peu plus, toi en tant qu'artiste, toi en tant qu'être humain. Ok, volontiers alors. Tu t'exprimes dans l'art sous plein de formes. On a vu des compos, on a vu de la musique, du chant, du dessin, de la peinture, de l'écriture aussi. Tu nous as fait suivre un livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours marqué? Comment tu as commencé à te lancer dans l'art sous sa forme générale? C'est venu depuis l'enfance. Chaque instant de ma vie, quand j'ai écouté de la musique, je me suis toujours amusé à inventer une autre mélodie que la mélodie qui existait. C'était comme un jeu. Je pouvais écouter 10 fois un morceau des Beatles et 10 fois je mettais une autre mélodie dessus pour m'amuser, que je trouvais ça sympa. Alors j'avais leur son et les voix derrière. C'est pas trop facile, mais je m'en accommodais très bien. Tu jouais de la musique par-dessus leur... Je chantais. Et à l'époque, je chantais vraiment comme une casserole, mais c'était un bon exercice pour composer. Ah, c'est intéressant que tu dises ça, enfin, tu chantais comme une casserole, parce que moi, maintenant, c'est pas le cas. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire que la voix, tu l'as vraiment beaucoup travaillé pour pouvoir atteindre le niveau que tu as aujourd'hui? J'ai eu la chance de très vite avoir monté un orchestre. Et puis cet orchestre... on avait énormément de copains, des filles, des garçons. Et puis, quand on allait jouer dans les balles, on avait des fois 200, 300 personnes qui nous suivaient régulièrement. Okay. Donc, suivant où on jouait, c'était chaque fois à guichet fermé. Et puis, ce qui était sympa, c'est que il y a des gens qui écoutent vraiment la musique. Et une fois, il y a quelqu'un qui nous a enregistré à notre insu. On était persuadés d'être bons. Et quand on a écouté, on s'est dit, quelle horreur! Alors, comment c'était possible que les gens nous suivent aussi bien alors qu'on chantait vraiment et on était mauvais musiciens? Alors, automatiquement, ça nous a foutu une baffe. On n'a pas remercié la fille en question parce qu'on n'était pas très contents. Par contre, on a grandi dans la tête et on a commencé à se dire, si on veut continuer, il faudrait commencer à bosser la musique et à se perfectionner. Et donc du coup, pour tout ce qui est dessin et écriture, c'est un collatéral de la musique? Non, ça c'est un petit peu parce que j'étais un très très mauvais élève. À l'école, je valais pas 4 sous. Vu que j'ai épousé une femme qui avait fait des études pour devenir maîtresse d'école, à un moment donné, j'ai dit, il faut quand même que je me décarcasse un peu, pas paraître trop blaireau. Alors j'ai commencé à écrire des textes. J'en écris toujours beaucoup. Heureusement pour elle, je fais plein de fautes d'orthographe, comme ça elle peut pratiquer le métier qu'elle aurait voulu faire. J'imagine que l'art, c'est un peu ton quotidien. Oui, Est-ce absolument. que tu as fait des études dans ce milieu-là ou pas du tout? Non, alors pas du tout. Je suis un autodidacte complet. Je ne connais pas une note de musique. Mais par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui, lui, est une grosse pointure dans la musique. Et il a beaucoup aimé mes morceaux et du coup, on a signé l'exclusivité chez lui. Quand il a su que j'écrivais pas la musique, et il m'a dit, heureusement que je l'ai su après, parce qu'avant, je t'aurais peut-être pas pris, ouais. Parce que c'est un gros boulot, mais maintenant, ça fait des années que je bosse avec. J'ai fait plus de 1000 partitions avec, plein de morceaux, je fais des morceaux sur demande, il me demande des morceaux, des idées qu'il voudrait, je développe, je lui envoie, et lui, il fait tout écrire, il a comme une petite usine de musiciens à Prague, okay. Et là-bas, ils écrivent tout, ils repiquent tous mes morceaux, ils repiquent de A à Z et puis ils mettent ça sur partition. Parce que là, du coup, tu fais tout à l'oreille, oui. Tu leur envoies la mélodie et tout ce que tu as composé. Voilà, alors moi je joue au clavier, je joue sur mon clavier. D'abord je fais
le fond de sauce, comme on dit. C'est-à-dire, je fais que les harmonies, l'accompagnement avec basse batterie. Et ensuite, je fais la voix. J'ai plusieurs instruments sur mon clavier. Donc, suivant ce qu'il veut, je joue avec à la main droite la voix principale qui va venir sur le fond de sauce que j'ai fait. Donc là, maintenant, ton métier à plein temps, c'est compositeur. Voilà, ça, oui. Ou est-ce que tu as d'autres activités sur... Non, je fais plein de choses parce que j'ai créé une machine infernale. C'est une machine qui faisait 12 mètres de long avec, c'est des pieds de machine à coudre et dessus j'ai coupé des tuyaux de différentes longueurs. Ça fait comme des xylophones, mais il y a environ 300 tuyaux. J'ai récupéré des seaux de chantier pour taper dessus. Et puis les couvercles de machine à coudre ont servi pour faire des caronnes, on dit. Je connais même pas le mot. Donc... C'est un espèce de carré en bois comme ça où on tape dessus. On a vu effectivement des vidéos de cette machine-là. Voilà. La machine infernale. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer un batteur merveilleux, qui est le batteur de Tana Maria. C'est une grosse pointure brésilienne qui fait des scènes avec 10 000, 20 000 personnes. Et lui, c'était pendant un grand moment de sa carrière son batteur attitré. Alors, quand il est venu sur la machine, il m'a dit, j'ai pas le temps de faire ça, mais ça m'intrigue ta machine. Et quand il a joué une fois dessus, après, il est devenu accro, et puis du coup, il a plaisir à jouer sur cette machine. Du coup, tu as dû rencontrer plein d'artistes au cours de ta carrière. Est-ce qu'il y a des collaborations qui t'ont particulièrement marqué? Mes potes, on a débuté ensemble parce que c'était avec eux qu'on jouait comme des patates, mais le sang de la veine, ouais. C'était vraiment des grands moments de plaisir que j'ai jamais retrouvés. Vu qu'on se rendait compte de rien, on se donnait à cœur joie, on dansait, on chantait. Il y avait une ambiance qui était absolument c'était monstrueux. C'était vraiment une ambiance. Ça finissait jamais. On devait finir à 4 heures du matin à l'époque. Et à 10 heures le matin, on était toujours en train de gratter dans où on jouait, quoi. Ils ont continué dans la musique ou? Alors, une partie ont continué. Il y a une partie, malheureusement, qui sont plus là. Et autrement, j'ai eu un grand compositeur. Il était compositeur-arrangeur. C'était Robbie Sedel. On a même créé une association et on donne un prix à 7 écoles de jazz chaque année. Un prix de 300 francs pour les élèves méritants. Donc une école genevoise? Non. Il y a l'EJMA à Lausanne, il y a la Haute École de Musique à Lausanne, le Conservatoire de Fribourg, il y a l'EJMA Valais, Sierre, Martigny, Sion. Et puis à Genève, on a l'ETM qui est devenu l'EMA, qui est une école de jazz. Ok. Et donc tous ces gens-là, chaque année, ils reçoivent un prix de 300 francs parce qu'on veut faire perdurer la mémoire de Robbie, qui était un gars fantastique, et parce que lui, il écrivait la musique comme il lit le journal, il y a des gens comme ça. Il était hyper intelligent, il a fait des études, il savait plein de choses, et on n'était pas fait pour se rencontrer. Mais un jour, dans un bistrot, je vais avec un copain, puis il y a une discussion autour de la musique, et il dit j'ai trouvé super l'émission d'hier soir, parce que on a bien rigolé et tout. Et moi, j'avais vu cette émission aussi, puis moi, je le connaissais pas, mais je dis, moi, j'ai trouvé vraiment nul cette émission, parce que c'était juger des amateurs par des professionnels, ils se sont foutus de leur gueule, ils ont rigolé parce que le trompettiste, il lisait sa partition, il savait pas son solo par cœur. J'ai dit, moi, je trouve ça petit. On en reste là, et le lendemain matin, à 9h, j'ai un téléphone, et il me dit, salut, on s'est vu hier, je suis Robbie Sedel, j'aimerais qu'on se rencontre, si t'as un petit moment ce matin. Puis il me dit, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, et tu as entièrement raison. Je tenais à te le dire. T'as fini par le rencontrer ou ça s'est passé? Alors oui, on est devenus des amis. Et puis alors lui me demandait, parce que moi je fréquentais les bas-fonds, j'ai joué au Palais Mascotte, j'ai joué dans tout le quartier des Paquis, dans les petits bars, les bistrots. Et lui me disait, mais comment c'est alors le soir au Palais Mascotte? Parce que tous les soirs il y a le striptease. Qu'est-ce que tu fais pendant le striptease? Je disais, moi je vais manger un kebab. Il me disait, mais t'es vraiment con. Et puis, on a beaucoup échangé, puis on est devenus vraiment des amis. Lui, il écrivait pour tous les orchestres qui passaient au Victoria Hall. Chaque fois qu'il y avait
Knie qui venait, il leur composait des musiques, il faisait pour la Revue de Genève, pour Pierre Naftul, tout ça. Et chaque fois, il me faisait écouter ses compos, il me disait qu'est-ce que t'en penses et tout. On est devenus vraiment des amis. Ah, cool, il avait reconnu ton oreille, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, on a échangé. Il m'a dit, il a pas échangé beaucoup comme ça avec toutes les sommités qu'il a connues. Lui, il a fréquenté énormément d'artistes. Il m'a dit, on a un échange qui est sain quelque part, parce qu'on se faisait pas de courbettes ni l'un ni l'autre. Ouais, ça fait du bien. Et ça lui faisait du bien. Et puis on échangeait. Et puis après, moi, j'ai quand même bossé dans des palaces. Justement, on va y venir, ouais. Voilà. Je voulais en savoir un peu plus. Ouais. Alors voilà, j'avais été engagé à Montana pour jouer à l'Excelsior. À l'époque, c'était un hôtel qui surplombait le golfe. Qui n'est plus là? Non, ils ont fait des appartements maintenant, Okay. parce que c'était plus rentable. Mais à l'époque, quand j'y étais, je commençais à jouer à 4 heures. De 4 heures à 6 heures, c'était l'apéritif, les mamies qui buvaient le thé, et puis les gens venaient là. Puis le soir, je rattaquais à 8 heures. Pendant le repas, je faisais l'apéritif de 8 à 9. Donc là, t'es en piano-voix? Alors là, j'avais mon clavier arrangeur. Mon clavier arrangeur, c'est-à-dire c'est un clavier que je fais toutes les harmonies à la main gauche, mais ça me donne automatiquement basse et batterie. Et puis, je faisais toutes les mélodies main droite, mais je chantais beaucoup. Je chantais beaucoup et les gens me demandaient toujours des chansons particulières. Pour le soir, j'avais 400 morceaux qui étaient comme cartothèque, où les gens pouvaient me demander ce qu'ils voulaient là-dedans. Je l'interprétais sur place. Et puis, arrivé vers au moment où c'était l'heure du fromage, tout ça, là, je jouais du Cor des Alpes. Et puis, j'avais un vase musical où je faisais tourner les pièces de 5 francs en yodelant. Et ça, c'était une des particularités. Et l'été, il y avait la terrasse en plus qui était au bord du golfe. J'avais fait une petite cartothèque de 80 morceaux. Je mettais sur les tables et les gens me demandaient toujours des morceaux. Puis j'allais à la table et je leur chantais le morceau en jouant avec la guitare. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter de cette époque? Ton anecdote la plus croustillante? Alors, la plus croustillante, elle s'est pas passée dans les hôtels. Elle s'est passée qu'un coup, j'étais avec un orchestre, on attendait la délégation chinoise. Et c'est la première année que les Chinois venaient faire de la promotion en Suisse. Alors, ils étaient venus de Paris. Et à Genève, ils étaient accueillis par l'Office du tourisme. Et quand ils arrivent, il y avait le tapis rouge qui était mis. Nous, l'orchestre, on était au bout du tapis rouge. Et quand ils descendaient, on nous faisait signe et hop, il fallait commencer à jouer. D'accord. Le problème, c'est que le TGV arrive et les Chinois, ils sortent pas. Et puis, tout le monde, ça commence à palabrer. Les Chinois s'énervaient. Celui qui faisait qui parlait bien l'anglais, il essayait de traduire, tout énervé. Et pour finir, on a compris que ils devaient déplacer le tapis parce que la porte du TGV n'était pas vraiment... Ils auraient dû marcher un petit bout sur le trottoir. Alors, il a fallu déplacer le tapis rouge. Et quand tout était en ordre, on a pu commencer à jouer. Ils sont sortis, mais ils nous ont fait une gueule effroyable. Et le soir, les mêmes Chinois, nous, on jouait sur le toit de l'ONU. Et puis, à un moment donné, il y a le président de l'Office du tourisme. Il dit, écoutez, faudrait sortir sur la terrasse. Et il y a une surprise. Alors, il dit ça aux guides chinois, qui leur explique, eux, avec la grimace, parce qu'ils étaient assis, ça les enquiquinait. Ils ont bien voulu se déplacer sur la terrasse. Et le gars de l'Office du tourisme, il était là avec une lampe, et puis il fait, tac, tac, 3-4 fois, sa lampe, elle morte, elle marchait pas. T'as mauvaise soirée pour les Chinois, quoi. Ouais, mauvaise journée, mon brave. Alors, du coup, il pose ça, puis il y a un des garçons qui dit, attendez, j'ai une bonne idée. Alors il va, puis il avait une espèce de petit lance-flamme pour allumer les braseros. Alors le gars, il arrivait, enfin avec son brasero, le président, là, puis il fait la flamme, la flamme, la flamme. À la 3e fois, le jet d'eau s'est éclairé tout en rouge. Là, tout le monde a applaudi, et puis tout le monde était soulagé. Et puis voilà, ça c'est des anecdotes avec la même équipe, mais c'était un grand moment parce que. Ouais. On va revenir un peu sur ta création artistique. Est-ce que tu peux nous dire un peu toi comment tu fonctionnes? C'est quoi ton processus de créa quand tu te lances sur un dessin, sur un texte, sur une musique? Alors le texte, il faut tout d'un coup, par exemple, quelqu'un dirait tiens, j'ai l'anniversaire d'un ami, puis il s'appelle comment? Et puis suivant comment, si moi tout d'un coup j'ai le déclic et je vois avec le mot ce que je pourrais faire. Généralement, après, ça coule de source. Pour la musique, j'ai de la chance ou de la malchance, j'en sais rien, mais parce que la nuit, je suis souvent réveillé. Quand j'ai une mélodie qui me vient,
dans la nuit, tant que je me lève pas, que je l'ai pas enregistré, je me rendors pas. Mais par contre, je peux faire à n'importe quel moment. Ok. Maintenant, on est les deux, tu me dirais, fais-moi une mélodie, je te fais une mélodie. Bah, restez connectés, il y aura en tout cas une mélodie à la fin de cet épisode. Ouais. Pour parler de la musique toujours, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré, qui te parlent particulièrement, que tu écoutes peut-être encore maintenant aujourd'hui? Cette inspiration, elle viendrait d'où? Alors, mon inspiration, elle vient de mon enfance. Parce que quand j'étais gamin, on allait des fois au café du Vélodrome qui était à la Jonction, et il y avait un accordéoniste qui jouait. Et il jouait toutes les chansons de l'époque, c'était du style Et j'entends siffler le train, enfin Ouais. toutes ces chansons-là. Et ces textes m'ont toujours plu. Du coup, j'aime beaucoup les textes. L'anglais, c'est pas ma tasse de thé. Donc quand je vois qu'on va représenter le pays de la Suisse en chantant en anglais, ça me perturbe parce que je trouve on a des belles langues et je trouve regrettable d'aller chanter des langues, surtout que la plupart des gens quand ils chantent, ils savent pas ce qu'ils disent. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup d'anglais, hein, même à la Jonquille ou même dans des scènes ouvertes, donc on va voir pratiquement tout le monde, que ce soit du rap, que ce soit du rock, de la pop. Et ce qui est terrifiant, c'est que souvent les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on demande à quelqu'un, t'as bien aimé cette chanson? Ouais, c'est cool. Et Ils ne comprennent pas le sens. Qu'est-ce que ça parlait de quoi? Ouais, écoute, moi je parle pas l'anglais, toi, alors. Mais ça sonne bien et ça suffit. Ouais, quoi. voilà. Ouais, après je suis un peu comme toi. Le français est une langue suffisamment riche pour que tout le monde s'y retrouve et pouvoir en profiter bien, quoi. Alors moi, des artistes qui m'ont parlé au niveau des textes, c'est Brassens, c'est Charles Trenet, c'est Jean Sablon, Brel aussi, mais des gars comme Cabrel aussi qui font des textes magnifiques. Suisse. Un artiste suisse qui m'a marqué, le seul qui m'a marqué, c'était Bernard Romanens. Bernard Romanens, c'est le gars qui a chanté à la fête des vignerons le yoba. Quand il a chanté le yoba, moi j'ai eu la chance d'avoir sur scène avec mon orchestre. Il a chanté, j'ai les larmes aux yeux. C'était absolument phénoménal. Et à partir de là, t'étais un fan. Ah ouais. Ce gars-là était vraiment, il avait une perle dans la voix. Ouais. C'est un berger. C'est le berger de Marsens. Il a toujours vécu avec les animaux et tout. Et puis donc ils l'ont pris à la fête des vignerons pour chanter le lioba. Et le lioba, c'est exactement le nom du lioba, c'est le rang des vaches. Et quand il a chanté ça. Ils lui ont fait faire le tour du monde, ils l'ont amené en Chine, au Japon, aux États-Unis, partout. Il est allé en Russie. Bah, c'est chouette qu'il représente la Suisse parce que mine de rien, c'est pas non plus à l'international, ça n'a pas une scène non plus des plus fournies, quoi. Ah non, c'est sûr. C'est bien quand il y en a une pépite, c'est bien justement qu'elle ressorte. Alors lui, il avait hélas que ça, parce que quand ils l'ont relâché dans la nature après, il s'en est pas remis, il s'est suicidé. Il a eu trop de flash, trop de lumière, tout le monde s'est occupé de lui, puis un beau jour, on l'a reposé chez lui comme on l'a pris, quoi. Et simplement, il a tout ce qu'il avait autour, tout ce staff, tous ces pays, tous ces gens qu'il adulait, et il s'est retrouvé d'un coup. Ouais, c'est le problème des succès uniques, quoi. Voilà, généralement, il y en a qui s'y retrouvent très bien parce qu'ils sont contents de retrouver leur vie qu'ils avaient avant, et puis d'autres qui justement aspiraient un peu plus et qui le vivent moins bien, quoi. C'est sûr. Alors moi, j'ai eu la chance pour ça parce que j'étais à l'abri de tout ça. Ouais. J'ai jamais fait de gros succès. Il est pas trop tard, René. Peut-être que cette émission aidera à ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, parmi tout ce que tu as créé, est-ce que tu as une œuvre qui, pour toi, pourrait suffire de signature pour représenter René artistiquement? Alors moi, c'est le petit clown en verre. D'ailleurs, le petit clown en verre, il est ici. Exact. Et les plus assidus l'auront remarqué dans notre décor. Oui, ils l'auront remarqué. Et le petit clown en verre, il était chez ma maman, il trônait sur son armoire. Quand il était sur son armoire, j'en ai jamais vraiment trop fait attention. Elle l'avait ramené de Murano, c'est tout près de Venise. C'est où il souffle le verre. Ils l'ont fait devant elle et tout. Elle adorait ce petit clown en verre. Et le jour où ma maman est partie, c'est moi qui ai récupéré le petit clown en verre. Il trône chez moi et il a une place hyper importante. Et t'en as fait une chanson, du coup? J'ai fait une chanson, oui.
qui explique un peu ton histoire Oui, avec ta qui mère, explique ou le petit clown en verre et il veille sur la maison, on peut dire. une chanson qu'on peut retrouver sur ton site? Oui, oui, absolument. Alors n'hésitez pas, le petit clown en verre sur le site de René qu'on mettra également dans la description. Est-ce que pour finir cette première partie, parce que le but de l'émission c'est d'avoir une première partie de questions plus générales sur la personnalité artistique de notre invité, et là on va arriver dans une deuxième partie de l'émission, donc plus intime, des questions un peu plus personnelles. Et pour finir cette première partie, j'ai une dernière question pour toi René, c'est est-ce que pour l'instant tu as un projet sur lequel tu travailles et dont tu pourrais nous parler? J'ai plusieurs projets. Là, je suis en train de regarder parce que j'ai fait pas mal de blues, bien sûr en français, mais certains, je les ai fait traduire en anglais. Et j'ai un ami qui joue merveilleusement bien le blues et qui chante très bien. Et j'aimerais faire un échange avec lui, c'est-à-dire qu'on fasse de la scène les deux, avec un orchestre adéquat, et puis que lui chante mes textes qui sont en anglais, et moi que je chante d'autres textes en français, et puis qu'on puisse faire un beau concert, quoi. Donc l'idée ce serait pas d'enregistrer ces morceaux, juste de les présenter en live? Ah, ça serait de les présenter, les jouer en direct, quoi, comme une scène éphémère ou avec tout ce que ça représente comme danger. Ouais. Parce que dès qu'on est sur scène, on se met en danger. Ouais, bien sûr, on s'expose. Hein. Ouais. Du coup, tu vas le faire sur Genève ici, et si oui, où ça que ça va se faire ce concert? Alors, et quand est-ce qu'il est prévu aussi? Le concert risque de se faire, je pense, au mois d'octobre cette année, au BDG, au Brasseur des Grottes. D'accord. Et puis pour l'association Le Bag. Et nous, ça serait l'occasion de montrer que en français, on peut aussi chanter du blues. Bah, c'est super. Merci pour la langue. Bon, bah, du coup, c'est la fin de cette première partie d'émission. On va passer à la deuxième partie d'émission, donc des questions, du coup, un peu plus axées sur ta personnalité. Oui. Je commencerai par une question un peu générale, et peut-être que ton expérience va peut-être pouvoir nous éclaircir un peu. Comment tu définirais justement le rôle de l'art dans la société actuelle? Je suis triste de voir l'évolution de ce fait que les gens deviennent de plus en plus capés, ils font des études, ils étudient jusqu'au bout du bout pour tout savoir, comment on fabrique, comment on joue, ils savent tout sur la musique. Et quand on va écouter la musique free, comme ça se fait beaucoup maintenant, et ben quelque part n'importe qui, je veux dire, mais qui est même bien moins capé pourrait le faire. Alors pourquoi faire autant d'études pour nous livrer des fois des produits qui sont quelconques? Et moi je suis allé une fois, je suis allé à une exposition où les gens avaient mis des échelles de différentes grandeurs avec des ombres pour que les gens regardent. Et puis la personne, l'après-midi, j'avais été l'après-midi, elle avait enlevé un tableau sur l'autre paroi parce que le clou tenait pas bien. Et puis il y avait un gars qui était complètement, il me dit mais pourquoi il y a ce trou? J'ai dit mais il était fait, c'est pas un trou, c'est une œuvre d'art. J'ai dit vous pouvez regarder de loin comme ça et vous allez voir que vous allez vous projeter dedans et c'est fabuleux. Ce mec-là a regardé le trou pendant je ne sais trop combien de temps et après il me dit c'est fabuleux. Et là moi je me suis dit c'est comme foutage de gueule. J'étais obligé de me dire, l'autre il a mis toute la journée préparé ses échelles, des ombres, des angles, des trucs qui sortaient super et le gars il était là-dedans. Et puis en plus de ça, c'est un gars qui est dans l'art. C'est un Parisien qui s'occupe d'un musée à Paris. Ouais. Et je me suis dit, mais je lance une connerie en me disant, quelle question stupide. Et en fin de compte, le mec a trouvé ça génial. Et puis au final, il aurait été prêt à mettre 1000 balles pour acheter cette œuvre. Absolument. À un moment donné, il faut dire stop. Si ce n'était la musique, l'écriture ou le dessin, qu'est-ce qui t'apporte le plus de bonheur dans la vie à part ça? C'est mon épouse. Ça fait 46 ans qu'on est ensemble. C'est bien qu'elle t'apporte autant de bonheur après toutes ces années. Alors on échange beaucoup. On s'engueule beaucoup. C'est ça qui est chouette aussi. On se contredit. Mais pour finir, on est toujours d'accord. Sur la caméra, je me permets de le préciser, il y a madame qui est avec nous dans le studio aujourd'hui. Donc c'est d'autant plus drôle. Mais en tout cas, c'est super d'apprendre qu'elle t'apporte toujours autant de bonheur après toutes ces années. Félicitations à tous les deux. Est-ce que tu as des rêves que tu n'as pas encore réalisés? Oui, le rêve que j'aurais, ça serait une fois de pouvoir faire un grand concert qu'avec mes morceaux. Pouvoir faire vraiment un grand et beau concert. Parce que j'ai
J'interprète toujours dans les concerts la plupart des morceaux des autres parce que c'est très difficile que les gens se déplacent pour nous écouter personnellement. Ils viennent toujours, chaque fois même quand je fais mes morceaux, quelqu'un dit « Ah, tu pourrais pas me faire la bohème, tu pourrais pas me chanter le poinçonneur des lilas ». Enfin, les gens ont toujours des demandes qui sont hors cadre parce que quand on fait des soirées où on a envie de faire ces morceaux, les faire découvrir, mais les gens ont de la peine à écouter. Pour donner un exemple, j'ai un copain qui a fait un disque magnifique de country. Il a eu le malheur de mettre sur son disque, il a fait 12 titres. Il a fait 11 titres à lui et il a mis un morceau connu qui s'appelle Country Road. Et les gens, à la fin du concert, « Oh, comme t'as interprété Country Road, mais c'est trop cool et tout. » Et lui, ça l'a complètement... Parce qu'il aurait aimé qu'on lui dise « Ce que t'as fait, c'est super, j'ai bien aimé tel et tel. » Mais tout le monde, comme si les gens n'étaient plus capables de découvrir d'autres choses. En même temps, le truc, c'est qu'ils sont vraiment matraqués par les quelques mêmes titres à longueur de journée, notamment par la radio, la télé. C'est vraiment un panel d'une 50aine de titres qui tournent en boucle et en boucle et en boucle. Ouais. Donc, au niveau du cerveau, tout de suite, il prend plus de plaisir à entendre un son qu'il a écouté 500 fois plutôt que de redécouvrir un son. Ah ouais. Quand on avait un 45 tours, on le faisait tourner jusqu'à ce que il n'ait plus rien à donner, quoi. Et maintenant, les gens écoutent, ils achètent un truc, ils le mettent 10 minutes. Puis ça se trouve le lendemain, ils achètent un autre disque, et ils passent un autre disque et un autre disque. Maintenant, c'est difficile, quoi. Il faut vraiment avoir les médias, faudrait comme ils font à la télévision française, ils les font passer devant des millions de gens, et puis alors après, ça leur donne une certaine couleur, mais généralement qui ne dure pas longtemps, qui s'estompe. Et c'est dommage, parce que souvent ils ont du talent et on leur promet monts et merveilles. Et puis, en fin de compte... ça se rapproche un peu de la première question et de l'évolution de l'art dans la société contemporaine de maintenant. On est à une ère de consommation, donc forcément, dans la continuité de tout ça, l'artiste, ça reste un produit comme les autres, au final. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup pour les réponses à toutes ces questions. Voilà. On va passer du coup maintenant à la troisième partie de cette émission, à savoir l'expression artistique de notre invité. Voilà, je vais vous faire un petit cours de cuillère. C'est parce que j'ai l'occasion de jouer avec un groupe de New Orleans dans la rue et j'emploie le washboard et les cuillères. Les cuillères, c'est cool. Et puis, ça, c'est un petit instrument qui s'appelle le kazoo. Les gens pensent souvent que c'est un jouet, mais on peut faire de la musique avec. Donc ça, c'était le kazoo. Au cas où vous voulez faire autre chose que de la trompette, n'hésitez pas, faites du kazoo. Oh yeah. Alors un petit morceau qui s'intitule Un soir de doute. Un soir de doute en solitaire, je taillais la route, c'était d'enfer. Oh oui, d'enfer. Sono plein pot sur mon Harley, zen, j'écoutais du Bob Marley. Oh yeah. Quand tout soudain je vois au loin une belle nana, cric à la main, cric à la main.
En gentleman, je l'interpelle. Bonjour mademoiselle, puis-je vous aider? Vous m'avez l'air bien ennuyé. Elle me répond, c'est pas bien du tout, non. Je crois que j'ai coulé une bielle. Oh, c'est le blues. Oh oui, le blues. 2 heures plus tard au reste-route, tranquille et ville, on casse la croûte. Oh yeah. Arrivé au dessert, la belle s'en va se recoudrer au water. Ne la voyant pas revenir, je jette un œil discret au cabinet. J'ai beau chercher partout, elle n'est pas là, c'est fou. La donzelle s'en est allée, me laissant seul désemparé. C'est le blues. Oh yeah, 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 oh oui, le blues. De retour à la table, je vais pour payer, mais ne trouve plus mon portefeuille. La donzelle me l'a piqué, me voilà bien ennuyé. Oh yeah. Je discute avec le patron du bistrot. Il me dit, laissez-moi votre Rolex en caution. Oh, j'ai le blues. Oh, yeah, 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 oui, le blues. Je n'ai rien vu venir. Oh oui, c'est du délire. Avec mon aigle dans le dos et mes Santiago en peau de croco, je fais du stop comme un clodo. Oh ouais, j'ai le blues. Oh oui, j'ai le blues. Ma pape, tu as dit vrai, dans de tes nuits. Oh yeah. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Promotion Canapé. Un grand merci à René qui s'est déplacé jusqu'à notre studio pour nous présenter son univers. Ça a été vraiment inspirant de te rencontrer. Et on attend avec impatience ce que tu nous proposais par la suite, notamment ce concert en octobre. On mettra les liens si vous voulez jeter un œil au blues français que nous proposera René bientôt. Donc n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à aller voir son site internet qui sera en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à nous suivre notamment sur Instagram ou à mettre des stories, des coulisses du tournage, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à partager ce podcast à tout le monde. Ça nous soutient énormément et ça permettra de faire découvrir le podcast à d'autres personnes et puis de continuer à mettre en avant les artistes de la Suisse romande. Je suis JB, c'était un plaisir de partager avec vous cet épisode de Promotion Canapé. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir ensemble un nouveau talent. Portez-vous bien et à tout bientôt. De partout, ces gars qu'on appelle casse-cou, avec leurs motos, leurs épaules sur le dos, leurs